Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la qualité de vie au travail et on va en parler avec Delphine Cochet, elle est la CEO de Bonnefay, une entreprise qui a 4 ans, une plateforme dédiée à l'accompagnement et au bien-être des salariés et une appli, on va en parler avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec l'entreprise ATS, Atelier de Luxe. On fera le point avec son fondateur Olivier Finaz. Il nous parlera de ses engagements, mais aussi de sa philosophie en matière d'insertion. Il est notre invité. Puis dans le cercle RH, c'est la réforme des retraites, au cœur de l'actualité. Elle est en point de mire, vous le savez, par le président Macron. Il l'a fixée comme la grande réforme de son prochain quinquennat. De quoi parle-t-on exactement? On parlera des seniors, de leur taux d'emploi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur ce sujet à faire. On en parlera avec le vice-président de la NDRH, Benoît Serre, et le président de l'APEC, Gilles Gâteau. Ils sont nos invités. Et puis pour terminer dans Fenêtre sur l'emploi, on restera dans l'esprit embauché d'abord, formé ensuite. C'est la philosophie de Samuel Tual à la tête d'Actual, un groupe intérimaire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et il nous fera ses propositions en matière d'emploi. C'est presque un programme présidentiel. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. Il y a un sujet central aujourd'hui dans les entreprises, c'est la qualité de vie au travail, plus largement le bien-être au travail, sur son lieu de travail. Et on en parle avec Delphine Cochet. Bonjour Delphine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, la CEO, la fondatrice de Ma Bonnefay, créée il y a 4 ans. Tout à fait. Esprit start-up. Complètement. C'est ça l'idée? Exactement. 11 collaborateurs aujourd'hui. Tout à fait. Avec une évolution d'ailleurs de la structure, hein, vous pouvez peut-être nous en parler. D'abord, c'était un service donné aux salariés en direct. Et puis là, vous avez transformé le modèle pour proposer une plateforme, puis on va en parler, une application directement au service RH. C'est bien ça l'esprit? C'est tout à fait ça. Alors effectivement, l'histoire de Ma Bonnefay, on a commencé comme en B2C, donc directement avec les clients. On a créé une app qui s'appelle maintenant nounoudnuit.fr pour permettre aux parents à la sortie de la maternité d'avoir un accompagnement. Et très utile. Les femmes sont épuisées, les papas parfois. Et ça permet de pouvoir passer des nuits entières. Exactement. Et c'était vraiment, ça a été notre philosophie de départ, c'est comment donner les solutions et les conditions pour que l'épanouissement professionnel soit compatible aussi avec la parentalité. Et c'est comme ça qu'on a atterri sur le chemin de la qualité de vie au travail, donc avec l'entreprise, en passant par la parentalité, qui est un des gros sujets de la qualité de vie au travail et qui a été mis sur le devant de la scène il y a 2 ans avec le confinement. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait notre pivot pour vraiment apporter une solution complète aux entreprises, cette fois, qui derrière le décline pour leurs salariés sur les sujets de l'équilibre vie pro, vie perso. Delphine, c'est un clé en main que vous apportez au RH. Vous leur dites, voilà, Ma Bonnefay propose tel service qui pourra servir à vos collaborateurs, à vous, de l'implémenter aux boîtes mail et à tous les réseaux numériques des salariés. C'est ça l'esprit? Exactement. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi simplifier la vie des équipes RH. Alors nous, notre cible, c'est beaucoup les PME et les ETI, où non seulement vous retrouvez des obligations sociétales autour de l'équilibre vie pro, vie perso, des risques psychosociaux, de la santé mentale, et aussi de l'égalité professionnelle femmes-hommes, sans parler de tous les sujets de diversité, inclusion, maladie, handicap, etc. Donc c'est apporter des briques qui vont permettre aux équipes RH de répondre à ces obligations sociétales et aux salariés eux-mêmes d'aller trouver des outils pour trouver l'équilibre. 2 chiffres, 58% des employés français considèrent la conciliation vie pro, vie perso comme l'un des 3 critères prioritaires dans le choix d'un emploi. Ça, c'est pour les candidats. Puis il y a ceux qui sont dans l'entreprise et qui parfois aimeraient que leur entreprise les accompagne un peu plus. Parmi vos 50 entreprises clientes, puisque vous avez 50 entreprises avec lesquelles vous travaillez, qu'est-ce que recherchent les salariés? Vous avez des retours des RH qui vous disent la plateforme, on l'utilise quoi? Pour un psy, pour une nounou, pour une puéricultrice, pour une place en crèche? C'est quoi les demandes? En fait, alors nous, on a un focus historique autour de la parentalité. Donc on a beaucoup de demandes autour de j'ai une garde à domicile, mais Covid, et il me faut une solution de backup.
et donc là, ils vont sur la aidez-moi. plateforme. Exactement, ils prennent rendez-vous et ensuite on détermine ensemble la bonne solution avec le care manager qui leur est dédié. Ça peut aussi être effectivement une partie plus soutien psychologique. Donc là, c'est je book en 3 clics un rendez-vous avec un psy. Si j'ai des doutes, est-ce que c'est un psychologue du travail, est-ce que c'est un psychologue lié à l'adolescence, parce qu'en fait tout se mélange et c'est avec mon ado, on va pouvoir aiguiller vers le bon expert. Et on a aussi toute une partie coaching, voire assistance sociale, parce que parfois ça peut être des enjeux vraiment personnels liés à la maladie, du handicap ou des dossiers sur lesquels on les accompagne. Donc ça veut dire que vous, votre entreprise, la Ma Bonne Fée, en back-office, il faut que vous soyez très réactif et que vous puissiez orienter ces salariés en demande parfois urgente le plus vite possible. C'est bien cela l'enjeu pour vous, hein. Alors, il y a une question alors pas forcément de vitesse, je dirais, mais il y a une question de digitalisation pour que ce soit efficace et qu'il y ait une expérience collaborateur la plus fluide possible. Je pense qu'une place en crèche, parfois il y a un peu d'urgence quand même. Voilà, et ensuite, donc il y a ce premier côté digital, mais il y a toujours de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a toujours un contexte, il y a une compréhension, manager, ouais. Voilà, dans lequel nous, on a besoin d'être main dans la main avec le salarié. Et ensuite, derrière, il y a tous nos réseaux de prestataires où justement on va définir des fonctionnements pour être le plus efficace possible. Et on est beaucoup plus réactif que le salarié lui-même quand il recherche une solution. Donc c'est aussi là l'intérêt d'utiliser l'outil de Ma Bonne Fée. Alors il y a une autre étape que vous êtes en train de franchir et que vous avez franchie puisque c'était en mars dernier, donc effectivement l'étape est franchie. Non seulement ils accèdent à la plateforme avec des codes, j'imagine, envoyés par le service RH qui lui permet de pouvoir chercher ce qu'ils souhaitent, mais vous avez mis en place une appli parce que vous êtes parti du principe que finalement on regarde de moins en moins l'ordinateur et de plus en plus le smartphone. Ouais. En fait, il y a 2 constats. Il y a un premier constat, c'est que les utilisations des communications classiques diminuent. Donc même un intranet, c'est compliqué de le tenir à jour pour les équipes RH. Pour autant, on n'est pas non plus un intranet. Nous, on est le tiers de confiance qui fait qu'en un clic, j'ai accès à toute la politique de qualité de vie au travail de mon entreprise, j'ai accès à du support et j'ai aussi, et c'est là l'intérêt de la solution qu'on a sortie, la possibilité, Ma Bonne Fée, on publie du contenu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver, je peux m'inscrire à un atelier de sophrologie, je peux m'inscrire à un atelier de gestion du stress, de conciliation vie pro, vie perso. Aussi, hein. Exactement. Ouais. Et tout ça, ça vit, encore une fois, nos clients sont les équipes RH, qui ont besoin de solutions qui peuvent vivre et animer l'expérience collaborateur sans qu'eux aient besoin de trop mettre d'énergie, de temps, de ressources humaines ou financières. Depuis que vous avez pivoté, là, est-ce que vous voyez une recrudescence ? On dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de salariés sortis Covid qui sont dans des états compliqués. Est-ce que vous avez senti que c'était plus compliqué après cette sortie Covid, dans la gestion de la parentalité, dans la psychologie ? Est-ce que vous sentez que les salariés ont besoin d'un accompagnement plus important encore ? Alors, je sens que les équipes RH ont besoin de encore plus de solutions pour leurs salariés. C'est ça, ils tirent la sonnette, quoi. Voilà, exactement, parce qu'en face, on leur demande plus de sens. Vous avez donné les chiffres, on leur demande plus de sens à leur job, mais aussi ce que fait l'entreprise, la manière dont elle le fait. On leur demande aussi un meilleur équilibre vie pro-vie perso, une plus grande flexibilité. Donc tout ça, si vous n'avez pas aussi la prise de pouls pour vous aider, et nous, on est aussi le tiers de confiance qui prend le pouls, le care manager entend des discours. Et fait remonter, j'imagine. Exactement, de manière anonyme via le qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce que vous disent vos CARE là, qui sont en contact direct avec eux ? Là aujourd'hui, il y a effectivement sur la parentalité, il y a des vrais sujets de volonté de mieux concilier vie pro vie perso, de discordance entre les discours et puis la réalité managériale. C'est ça. Donc nous, il y a beaucoup de sensibilisation auprès du management aussi sur l'équilibre vie pro vie perso, sur les risques psychosociaux, parce que évidemment que quand vous êtes en distanciel, vous ne mesurez pas les risques de la même manière qu'en présentiel. Donc il y a beaucoup de codes qui ont changé. C'est une question que je gardais pour la fin, entre guillemets, pour les managers, parce que les managers, ce sont des femmes aussi, qui sont souvent mères de famille, engagées dans une vie de couple. Elles aussi, elles font appel à la plateforme, elles vont sur l'appli, parce qu'on pense toujours aux collaborateurs, mais il y a aussi les managers qui sont extrêmement sous pression. Oui, justement, il y a des entreprises qu'on accompagne qui font un focus spécifique sur l'accompagnement du management sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vraiment devenu aussi un besoin des managers de
pour eux-mêmes, en fait. Il y a vraiment deux dimensions. C'est pour exactement, leur propre parcours. Exactement. Et là, encore une fois, alors on parle des femmes, mais les hommes aussi aspirent de plus en plus, et ça c'est tout mon combat, à plus d'équilibre vie pro, vie perso, à sortir de ces carcans et ces injonctions. Mais Delphine, vous l'avez répété 3 fois, équilibre, ça veut dire quoi concrètement, un équilibre vie perso, vie pro? Très concrètement, qu'est-ce qu'ils réclament? Très concrètement, ça veut dire avoir cette flexibilité d'organisation. Donc par exemple, là, sur les millennials, vous avez presque 4 millennials sur 10 qui quitteraient sa boîte si elle revient au 100% présentiel. Donc vous avez toute la flexibilité du travail. Vous avez la confiance qu'on vous accorde. Et c'est aussi toute une méthodologie de travail sur laquelle on va demander. C'est aussi la parentalité, puisque c'est mon sujet. C'est, j'ai pas de mode de garde. Quelles sont les solutions pour qu'on me permette de faire correctement le travail? Donc, entre eux, les salariés embauchés ou en phase de recrutement ont des exigences à l'égard de leur service RH. Ils disent, il faudrait aussi que vous m'apportiez ce service-là. Ah, tout à fait. C'est bien ça l'enjeu. On a eu le cas la semaine dernière d'une équipe RH qui nous appelle parce qu'une des personnes qui veulent recruter, qui est un homme en l'occurrence, a sa place en crèche financée par son ancienne boîte. Il n'en bougera pas si la prochaine ne prend pas en charge sa place en crèche. Ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire que le service RH et donc l'entreprise doivent s'interroger sur on veut ce talent, on veut ce collaborateur, mais il faut qu'on paye sa place en crèche. Exactement. Et sur lequel, en plus, ils vont le faire ou pas? Vous avez, a priori, oui. Donc ils vont faire l'effort de remplacer, de continuer à financer cette place en crèche. C'est tout simple. Si on parle de ROI, vous comparez le coût d'une place en crèche finale qui est entre 200 et 300 euros par mois par salarié. Donc c'est maximum 3 000 euros sur l'année. Et vous le comparez avec du turnover, à des difficultés de recrutement, à une désorganisation de votre entreprise. Donc le calcul. Et par ailleurs, un salarié qui a le sentiment qu'on l'a écouté et qu'on lui fait confiance. Exactement. Et qu'on prend en compte sa parentalité et l'équilibre de vie pro, vie perso auquel il aspire. Là, c'est concret. Merci Delphine Cochet d'être venue nous rendre visite avec Ma Bonne Fée. Dire pourquoi La Bonne Fée? On comprend, parce que c'est la petite baguette magique qui vient aider les... Alors, c'est à la fois l'aide attendue par les RH et aussi pour les salariés. Merci, vous êtes à la tête de Ma Bonne Fée, vous l'aurez compris, avec cette appli, cette plateforme qui travaille la main dans la main déjà avec 50 clients, donc avec 50 services RH, ETI, PME. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un sujet éminemment important. Tout de suite, notre rubrique, les entreprises s'engagent avec une autre histoire et une autre rencontre, c'est tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On en parle beaucoup sur ce plateau, cette plateforme qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande. Et on parle aujourd'hui avec Olivier Finaz, à la fois de son entreprise et puis de sa vision aussi du travail, de l'insertion. Merci Olivier d'avoir fait le chemin, parce que je vais présenter votre entreprise qui est absolument incroyable. Fondateur d'ATS, l'atelier luxe. D'abord, il faut que vous alliez voir évidemment le site internet qui est un catalogue de luxe, rien que par le site sur lequel vous avez implanté vos ateliers. Dites-nous en quelques mots ce que fait l'atelier luxe. Alors déjà, il y a le mot luxe, ATS, dans ce château. C'est un château. Comment ça s'est passé, cette histoire incroyable qui lie les objets que vous faites, luxueux, dans un endroit particulièrement beau et luxueux? C'est venu d'une réflexion de nos clients. Cet atelier, il est destiné aux industries du luxe, aux grandes marques du luxe qui sont très françaises, parce que on a la chance en France d'avoir... Le luxe est quand même dominé par des grandes marques françaises, pour une marque mondiale, qui de plus en plus nous disaient qu'ils avaient besoin d'avoir des lieux de production ou de sous-traitance haut de gamme, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du storytelling, de pouvoir dire d'où viennent nos produits. Il y a de plus en plus une transparence sur la provenance des produits. Voir concrètement. Voilà. Et donc, ce storytelling, ils avaient besoin que ça soit dans un lieu haut de gamme. Ils nous ont poussé, on a entendu ce signal de ces grandes marques de luxe pour répondre à cette attente de créer un atelier dans un bâtiment du 15e siècle, bâtiment monument historique, pour s'inscrire dans une logique de la culture française, du patrimoine français, de l'histoire française, et valoriser l'origine France garantie, puisque c'est fabriqué sur notre territoire, au cœur de nos régions en France. C'était ça. Pas très loin de Lyon, pas très loin de Grenoble. Tout à fait. Dans l'Isère, à la Tour du Pin. Dans un lieu qui est splendide. Vous y faites... Alors, ce qui est très intéressant de votre atelier, c'est que souvent, on a des entreprises PME de luxe, mais qui font une mono-activité. Voilà. Et vous, ce n'est pas votre cas. Vous travaillez sur un spectre très large. La joaillerie, la maroquinerie, entre autres. Oui. L'innovation qu'on a essayé de faire, c'est fait dans 4 domaines. Le lieu, c'était atypique. La deuxième innovation qu'on a faite, c'est d'avoir effectivement un atelier qui est multimatériaux, ce qui est très rare.
En général, l'atelier est spécialisé dans une filière d'une matière. Et nous, on savait que les industries du luxe allaient de plus en plus aller faire des projets qui mélangeaient plein de matières, qui mélangeaient beaucoup de sujets. Et donc, on a décidé de créer cet atelier multimatériaux. Parlons de vos emplois, parce qu'il y a une pénurie aujourd'hui en France dans tous les secteurs. Vous avez aujourd'hui 50 collaborateurs qui sont tous, quand on les voit, parce que vous avez fait aussi votre storytelling de votre entreprise, on les voit travailler sur la maroquinerie, sur la joaillerie, sur des pièces absolument incroyables. Comment ça se passe le recrutement sur ce type d'atelier où vous recherchez l'excellence ? Alors, d'abord, il y a quand même plein de filières de formation en France. Si je prends déjà les compagnons du devoir qui sont formés pendant plein d'années. Et puis, je pense qu'on a su mettre en place une capacité chez nous dans notre atelier d'être vraiment formateur et de former des jeunes comme des moins jeunes aux gestes, aux métiers, aux besoins que l'on avait. On a constitué des équipes, notamment j'ai une chef d'atelier qui est très performante, qui est très compétente et dont l'un des savoir-faire est d'être capable de transmettre une formation et un savoir-faire aux personnes qu'on intègre dans l'atelier. Donc ça veut dire que vous attachez un soin particulier au recrutement, à la manière dont vous allez intégrer cette personne. Alors au-delà de la beauté du site, quand on regarde la photo, parce que vous avez fait une photo vue de drone ou d'hélicoptère, j'en sais rien, on voit que c'est quand même un peu à la campagne, que c'est un peu isolé, et que ça, il faut aussi le vendre dans le package quand même du poste. Hein. Oui, alors c'est un peu isolé la campagne, mais on est dans une petite ville qui s'appelle la Tour du Pin, mais l'atelier est à 300 mètres de la gare, c'est-à-dire que les gens peuvent venir de Grenoble, de Lyon, de Chambéry. Ça c'est très bien. On a un bassin d'emploi qui est très accessible et ça permet d'intégrer des personnes qui peuvent venir travailler. Et ils sont très heureux de travailler dans des conditions à la campagne et dans de très bonnes conditions. Votre recrutement, comment vous faites très concrètement ? Parce que c'est intéressant de savoir d'abord, si vous recrutez aujourd'hui, si vous êtes à la recherche de main pour un certain nombre de métiers. J'évoquais la joaillerie, mais j'ai vu que vous étiez aussi sur le champagne avec vous enrubanez cette bouteille d'une manière incroyable. Vous travaillez le métal aussi, la joaillerie. Comment vous faites pour recruter ? Vous allez directement dans les écoles faire des propositions ? Comment ça marche ? Toutes les méthodes sont bonnes, directement dans les écoles, par des parutions, par de la cooptation. Il y a souvent des gens qui connaissent d'où ils viennent. Et on a aussi cette capacité en phase de formation de déceler où sont les talents des gens. On cherche beaucoup ce qu'on appelle des mains en or, des habilités manuelles, des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent être doués pour autant que ça. Et dans l'atelier, on découvre, parce qu'ils sont doués de leurs mains, ce qu'on va pouvoir leur faire faire. Attendez, c'est compliqué, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que comment en amont, quelqu'un vous dit, écoute, lui, il a des doigts en or, il faut que tu le fasses, fais-lui faire un essai dans l'atelier. Comment ça se marche ? Parce qu'il faut être quand même physiquement sur l'atelier. Oui, alors les gens quand même, quand on fait des annonces, quand on recherche, savent qu'ils recherchent ce typologie de métier. Maintenant, tant qu'ils ne sont pas présents dans l'atelier, on ne sait pas la capacité qu'ils ont d'être doués ou pas doués. Et si je parle des jeunes... ça, c'est une volonté chez vous, hein ? Oui, c'est une volonté. Si on parle des jeunes qui sont en insertion chez nous, qui sont des jeunes, puisqu'on a un programme de jeunes délinquants, des gens très défavorisés, quand ils arrivent chez nous, ils n'ont identifier aucune capacité. Et c'est le fait de les prendre à l'atelier qui permet de découvrir. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont doués pour quelque chose. Et on découvre des talents. Ils vont se révéler. Et des gens se révèlent, on découvre des talents qu'ils soupçonnent eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant et c'est très porteur d'espoir pour ces jeunes générations défavorisées. Combien de promos, là, vous en êtes où par rapport à ces jeunes délinquants ? Ils ont fait de la prison ou c'est avant la case prison ? C'est quoi Non, alors oui, ils peuvent avoir fait de la prison, mais nous, on travaille sur la population de jeunes mineurs. C'est-à-dire des jeunes qui ont commis des peines entre l'âge de 13 ans et 18 ans. Et entre 13 ans et 18 ans, vous n'allez pas forcément en prison centrale, vous pouvez être en établissement pénitentiaire ou avoir des peines. Donc ils ont tous été ce qu'on appelle sous mandat de justice, condamnés pour des faits entre cet âge-là, de 13 ans à 18 ans. Et vous leur tendez la main et vous leur dites « viens ». Voilà. Et on t'accompagne. Oui, et très souvent, les juges d'application des peines se rendent compte qu'un jeune qui peut avoir un contrat de formation, autant lui mettre un bracelet électronique et pas l'envoyer en prison centrale que de le... Au risque qu'il récidive d'ailleurs. Voilà. Et donc, l'intérêt de notre programme, c'est une aventure humaine et solidaire incroyable. C'est que le début de ce programme, c'est qu'on emmène ces jeunes délinquants marcher en montagne 3 jours. Il y a des photos sur le site, on voit votre expérience humaine qui est absolument incroyable en effet. Alors, pourquoi la montagne et pourquoi 3 jours ? Parce qu'elle n'est pas loin déjà. C'est pas loin de chez nous et qu'ensuite ça les met dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, donc ils perdent un peu leurs repères, donc ils se livrent plus facilement. Et 3 jours en montagne, vous dormez en refuge avec eux, vous prenez les repas. En fait, ils ne se rendent pas compte que c'est comme si c'était un grand entretien d'embauche de 3 jours. Mais ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Vous créez une vraie relation, vous créez un vrai échange. Ils sont incapables de passer un entretien. Donc voilà. Et donc en 3 jours, en marchant à la montagne, au bout de 3 jours, on arrive à avoir
compris leur parcours, leurs histoires, leurs difficultés, et on commence à comprendre ce qu'ils peuvent faire. C'est une aventure passionnante. Vous en êtes tous ces jeunes que vous accompagnez dans le processus, c'est-à-dire là, ils sont opérationnels, ils commencent à produire, ils apprennent, ils en sont où là? Alors, globalement, dans la marche en montagne, on prend 10 jeunes par an que j'emmène marcher avec d'autres chefs d'entreprise. Ils font partie des 50, de l'effectif là. Vous les comptez dans les 50? Non, ou... 10 par an, c'est ceux qu'on prend dans le programme chaque année. D'accord. Et dans ces 10-là, à la fin de la marche en montagne, je vais en prendre 1, 2, 3 dans l'atelier. Très peu. Pas plus que 3 parce que c'est trop compliqué. C'est ça. Si j'ai trouvé chez eux un écho à toutes les discussions qu'il y a eu, une envie de s'engager. Donc une vous allez envie de les travailler. chercher, vous faites un peu de maillantique, vous essayez d'aller les chercher sur un certain nombre de sujets. La marche libère la parole et là ils vous racontent des choses, ils vous disent tiens ça peut matcher là. Tout à fait. Ils disent d'abord ce qu'ils ont fait, comme ça on le sait, on est en transparence. Voilà. Et on leur explique le monde de l'entreprise, on leur explique la chance que la formation professionnelle va peut-être les sortir de la délinquance et ça va leur créer un boulot, un métier. Et donc une liberté, parce qu'un salaire. Et une dignité. Et une dignité. Et quand ils arrivent à l'atelier, on est étonné. Ces jeunes, je suis porteur d'espoir sous ces jeunes qu'on appelle souvent les racailles, qu'on va rien de pouvoir en faire. Ils sont touchants, ils sont doués, ils sont volontaires, ils ont envie de s'en sortir. Et on trouve, alors qu'ils ont vraiment aucune formation, on trouve des gens qui sont plus doués que la normale et plus doués que la moyenne. Et on peut faire des opérateurs de très bon niveau. Pas d'échec? Parce qu'il y a cette angoisse de se dire je donne ma confiance, il peut y avoir des échecs. Alors, aussi. Les échecs viennent... Décalage. Les échecs ne viennent pas de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, viennent de ce qui est à côté. Parce qu'ils peuvent être rattrapés par des affaires, par des bandes, par des milieux dans lesquels ils viennent rechercher. Oui, très compliqué. Les plus compliqués pour nous, c'est ceux qui viennent du trafic de stupes. Bien sûr. Parce que les jeunes qu'on a là, c'est pas des voleurs de trottinettes, ce sont des braqueurs de banque, c'est des vols à main armée. Et le trafic de stupes, c'est des gros délits. Ouais. Voilà, c'est compliqué parce que ils ont des dettes, des revenus possibles c'est compliqué. Donc c'est pas dans le monde de l'entreprise, c'est pas chez nous qu'il y a des problèmes. Ils sont adorables, ils sont plus dans un milieu de violence, ils sont touchants, c'est la vie qu'ils ont à côté, et on les accompagne aussi dans ces problèmes de vie, on leur trouve des logements, on règle des problèmes de vie, parce que ne régler que le problème dans l'entreprise, ça ne règle pas le problème de la personne. Oui, il y a le débat du logement, en effet, qui est voilà, posé. Si c'est repartir dans la cité ou dans l'endroit où ils vivaient, c'est trop compliqué. C'est replonger. Donc on les accompagne. Ils logent sur site? Alors, on trouve des logements à la Tour du Pin, à Bourgoin, enfin dans des villes proches, mais à proximité, pour qu'ils puissent avoir accès à l'atelier. Dans le processus, avant de nous quitter, ils en sont où là? Ils vont passer un diplôme, ils ont terminé leur formation? Alors, en fait, on raisonne, il n'y a pas de raisonnement. Il faut penser autrement. Il faut s'adapter à une population qu'on ne connaît pas. Il y en a qui ont repris des études parce qu'on a décelé qu'ils avaient de l'intelligence, des capacités. Évidemment. Et on les met en études. Il y en a qui ont repassé leur bac, qui ont fait des études supérieures. Il y en a qui sont opérateurs et qui sont devenus en production, qui sont en CDD puis CDI chez nous, qui sont sortis maintenant de la galère. Il y a quelques échecs parce que je crois que c'est inévitable et si on attend de vouloir tout réussir, on ne fait rien. Donc il faut se jeter dans le vide, il faut oser et accepter l'échec. En tout cas, vous en parlez fort bien de ces jeunes que vous récupérez par les bretelles et que vous remettez sur la bonne route. Merci. Et bravo pour ce que vous faites, Olivier Finaz. On dit bien Finaz, on prononce le Z, tout à la montagne. Ouais. Fondateur ATS, l'atelier luxe. Allez d'abord jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble, puis voir les produits que vous faites. On n'a pas eu le temps de le raconter, mais au départ, votre entreprise en 88-89, elle était plutôt orientée vers des produits chinois. Et là maintenant, vous êtes 100% origine France garantie. Il fallait le préciser. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On fait une courte pause et on accueille nos invités pour parler des retraites. Bah oui, c'est le sujet d'actualité. À peine terminé ce second tour d'élection présidentielle que déjà le débat des retraites, c'est un élément fort dans le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites. Qu'en est-il des seniors? Le taux d'emploi des seniors est encore trop bas. Comment les accompagner pour aller jusqu'à 64, 65 ans? On en parle avec mes invités. C'est dans le Cercle RH et c'est juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler des retraites, c'est le sujet dans l'actualité, évidemment. Il a commencé pendant la campagne présidentielle et puis à peine le second tour terminé que déjà on reparle de cette réforme des retraites fixée à 65 ans dans un premier temps par le président Macron et le candidat à l'époque. Il hésite peut-être 64, 65. De quelle manière faut-il la faire cette réforme? Puis on va parler des seniors parce que le taux d'emploi reste encore assez faible. Il a progressé depuis 2003, mais le taux des seniors reste encore assez faible. Il y a le débat évidemment de l'emploi des jeunes
et des seniors. On en parle avec des experts de ce sujet. Gilles Gatto est avec nous, merci d'être là, directeur général de l'APEC, qui est l'association pour l'emploi des cadres, une association paritaire, parce que vous étiez venu bien nous l'expliquer. On oublie souvent que c'est une association gérée paritairement par les partenaires sociaux, qui auront bien sûr leur mot à dire sur cette question de la réforme des retraites. Puis on parlera des seniors, des cadres seniors, qui, après 54 ans, on voit évidemment, quittent leur emploi, poussés par leur entreprise, dans des plans sociaux ou des accords contractuels. Et puis avec nous, Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job. Vous êtes le vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH, DRH de L'Oréal France. Ça fait beaucoup de DRH, avec des DRH qui, évidemment, observent d'assez près cette réforme des retraites. D'abord, commençons par le début. C'est notre premier titre, vous allez le découvrir. C'est vrai que ça commence un peu par une maladresse, parce que on en a parlé sous l'ère Édouard Philippe pendant presque 2 ans de cette réforme des retraites. Elle a été quand même moulinée, structurée. Les Français commençaient à un petit peu découvrir. Puis finalement, elle s'est arrêtée, gilet jaune oblige. Et puis elle revient dans l'actualité avec ses 65 ans, Gilles Gatto. Et ce matin, Bruno Le Maire, toujours actuel ministre de l'économie, dit... Après tout, peut-être qu'on aurait l'occasion d'utiliser le 49.3, c'est-à-dire en un mot passer en force. Est-ce que ça vous surprend? Est-que ça vous choque? Est-ce que vous dites que c'est la bonne méthode pour aborder la question de la réforme des retraites? Alors, je vais vous décevoir dans ma réponse. Mais oui. Je vais rester très très prudent. Vous l'avez dit. Très neutre. L'APEC est une organisation paritaire, patronat, syndicat. Chacun a une position. C'est à eux de l'exprimer et de dialoguer avec les. Vous pouvez vous faire le porte-voix de. Non, je me garderai bien de le faire sur ce sujet qui intéresse l'APEC. Indirectement, si je puis dire, parce que, évidemment, vous l'avez dit, la question de l'emploi des seniors, du maintien de l'emploi quand la durée de la vie active s'allonge et que la retraite s'éloigne, eh bien, évidemment, c'est un enjeu très fort. Mais sur la réforme des retraites et sa méthode, c'est vraiment un sujet entre partenaires sociaux et gouvernement. Le directeur général de l'APEC n'a pas d'avis sur le sujet. Le droit de réserve, du directeur général de l'APEC, qui ne nous répondra pas sur le 49.3, mais peut-être que Benoît Serre pourra nous en dire un mot. Mais un ministre de l'économie, au moment où on annonce que c'est la réforme du quinquennat à venir, la retraite à 65 ans encore qu'elle est discutée, est-ce que vous dites on aurait peut-être pu s'y prendre autrement? Enfin, je ne veux pas vous décevoir une seconde fois après Gilles Gatto, mais ce qui se passe... Courage, fuyons sur le plateau. Non, pas du tout, mais le 49.3, c'est une affaire de choix politique. Moi, je ne suis pas dans la politique, je n'ai pas d'avis sur le 49.3. La seule chose que je peux avoir, par contre, ou au titre de la NDRH, ou comme DRH moi-même, c'est que, autant que cette réforme évite, autant que faire se peut, le maximum de tensions sociales dans le pays, parce que ces tensions, on les retrouve inévitablement dans les organisations, qu'elles soient paritaires ou qu'elles ne le soient pas. Donc c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on sait que la dernière fois que le gouvernement a essayé de passer la réforme des retraites, le 49.3, ça ne s'est pas très bien passé. Ça s'est arrêté sous l'effet de la crise sanitaire, mais on se souvient des tensions, on se souvient quand même des manifestations, et il y a toujours un effet, il y a un petit peu un effet dans les entreprises. Même si on aura noté pendant la crise sanitaire que, justement, petit à petit, le dialogue social sur le terrain, dans les entreprises... a plutôt fonctionné. Se détachait un peu des tensions nationales. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça sera le cas pour les retraites? Je ne sais pas. Ça, c'est la première partie de la réponse. La seconde partie, c'est qu'il ne faut pas ignorer, j'imagine que le président de la République et le futur gouvernement ne l'ignorent pas, cette réforme inquiète beaucoup de salariés. C'est une réalité. Elle inquiète probablement parce qu'on n'y voit pas très très clair sur la manière dont elle peut être organisée, structurée. Gilles Gatto, il y a un chiffre. Alors, il y a 2 indicateurs que je trouve intéressants. Il y a l'Agir Carco, qui gère évidemment les milliards évidemment de nos retraites et qui servent à financer les retraites, indique dans un article que globalement la trajectoire est bonne, qu'il n'y a pas de risque de non-financement des retraites, parce que c'est un débat qu'ont les jeunes aujourd'hui en entrant dans l'emploi. J'aurai pas de retraite, ça on l'entend beaucoup. Et à la CNAV, dont la caisse n'est pas dans le rouge, on se dit pourquoi aller aussi vite? Pourquoi ne pas prendre le temps de la discussion, de la réflexion? Et par ailleurs, dernière question, puisque j'en ai 3, les cadres aujourd'hui, mais aussi les salariés, disent pourquoi j'irai travailler jusqu'à 65 ans? Mon métier m'a usé, j'ai envie de vivre ma vie, faire autre chose, me consacrer à une vie associative. Enfin, il y a toute cette réflexion-là autour du travail. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez raison de souligner que la question des retraites et des choix politiques qui sont faits autour de la retraite, ça n'est pas qu'une question financière et ça n'est pas qu'une question d'équilibre financier.
c'est vraiment une question profondément sociétale, si je puis dire, Exactement. et de choix, à la fois dans la façon dont précisément on fait jouer la solidarité entre les générations, et à la fois dans la façon dont on donne une place finalement à chacun dans la société, une contribution au travail, jusqu'à quel âge, etc. Ce que j'observe, moi, à l'APEC, c'est qu'effectivement, les questions d'aspiration par rapport au travail évoluent. Elles évoluent chez les jeunes, très particulièrement. Clairement. Très clairement, et on l'observe. Mais dans le fond, même si c'est à un degré moindre, on peut aussi ressentir ces questionnements. Et la période de confinement, elle a frappé tout le monde. Et les cadres. Et les cadres, et les non-cadres, et les jeunes, et les plus... C'est-à-dire sur une prise de conscience de « j'ai pas que mon boulot dans la vie et mes 70 heures par semaine, j'ai aussi une famille, j'ai aussi une vie », et que cette remise en question, elle impacte ce débat sur les retraites. Oui, alors du côté des jeunes, évidemment, ça c'est lié à une grande confiance dans la capacité dans leur employabilité ou leur capacité à retrouver un emploi s'ils le quittent. Bien sûr. Et on voit une mobilité qui est plus forte. Chez les seniors, évidemment, ces aspirations, elles peuvent être freinées par des éléments de prudence. Me mettre sur le marché du travail à 55, 58, 60 ans, c'est prendre un risque. Ça, ils le disent très clairement, les cadres, mais je pense que, évidemment, chez les non-cadres, on a le même phénomène. Et donc, ne pensons pas que parce que les comportements sont un peu différents, les aspirations sont fondamentalement différentes. Je redis ce taux d'emploi pour les 54-65, c'est 56,3, mais il est de 80 juste avant. C'est-à-dire que le taux d'emploi est très bon jusqu'avant 54 ans. Juste, Benoît Serre, je sais que la NDRH a travaillé planche sur cette question, pourrait d'ailleurs même être un outil, j'irais presque technique pour le gouvernement qui planchera sur la prochaine réforme. Vous avez travaillé sur ces seniors. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, puisque c'est de ça dont il est question, se sépare d'un senior? On m'a dit par ailleurs que certains seniors étaient plutôt contents qu'on se sépare d'elle. Mais en fait, de lui. Il n'y a pas une raison, il y a plein de raisons. D'ailleurs, on ne se sépare pas forcément d'un senior parce que c'est un senior. Alors, on peut s'en séparer pour des raisons de coût, on peut s'en séparer aussi parce que la personne exprime la volonté de le faire. Et vous savez que depuis les ordonnances de 2017, les fameuses ordonnances travail, il y a des dispositifs qui permettent de le faire en protégeant la personne. Par contre, la statistique que vous avez donnée, elle est intéressante. C'est que vous savez qu'en France, pour des raisons que j'ai toujours pas trouvées d'ailleurs, on a déterminé qu'on était senior à 45 ans, ce qui est une absurdité absolue. Or, le vrai sujet se pose à partir de 55. Donc, ce qu'on dit depuis le début, c'est plusieurs choses. La première, concentrer les politiques d'accompagnement des seniors dans l'emploi ou vers l'emploi, parce que les entreprises ont mieux appris à conserver les seniors. Par contre, elles n'ont pas encore bien appris à les embaucher. Donc ça, c'est le sujet qu'il faut traiter. Donc, concentrons les aides sur les 55 ans et plus, parce que c'est là que se situe le danger. Après, il y a d'autres choses. Il y a la question de la pénibilité, mais il n'y a pas que. Vous avez des gens qui vous disent, moi, j'en peux plus, même si mon boulot n'était pas pénible, etc. À 61, 62, 63. Parce que l'ambiance, parce que pression, parce que manager, parce que... Oui, il y a plein de raisons. Et puis, j'ai envie d'avoir une autre vie. Et ce que disait Gilles est très vrai. C'est-à-dire que les aspirations que les jeunes expriment, on les trouve ailleurs. Et puis après... Effet Covid en particulier. Le risque, et c'est ça, nous, ce qu'on dit... il est impossible de traiter la réforme des retraites sans traiter le problème de l'emploi des seniors, qui est une des premières discriminations à l'embauche en France, quand même. Et la deuxième chose, c'est que nous disons, il faut absolument faire en sorte que, puisque les dispositifs des ordonnances de 2017 permettent dans les grandes entreprises souvent de mettre en place ce qu'on appelle des congés de fin de carrière, d'accompagner sans risque de dégradation de la retraite, pour attendre la retraite. Il faut absolument que l'État prenne le relais d'une manière ou d'une autre par le phénomène de la solidarité nationale pour les plus petites entreprises qui ne peuvent pas utiliser ces outils. Et par conséquent, vous avez une véritable inéquité de traitement. Après, le dernier point, c'est vrai que je ne crois pas, moi, que la disruption technologique qui est souvent mise en avant pour expliquer ceci, cela, soit la principale raison, parce que par définition... Des cadres plus en adéquation avec ça, je parle sous contrôle. Oui, c'est important de vous entendre là-dessus. Ouais. Plus les années passent, plus ils sont moins connectés. Cette disruption est vraie. Je suis d'accord. Donc je pense que c'est un faux argument. Ça l'était, c'est vrai, quelques années. C'est de moins en moins... le cadre senior avec son calepin pendant qu'un jeune est sur son téléphone, c'est... Et puis le dernier point, mais ça c'est la transformation du travail qui a été évoquée. Je
pense qu'il faut se reposer la question du temps de travail. Comment on le calcule? Est-ce qu'on l'annualise? Est-ce que c'est plutôt des logiques annuelles ou est-ce que c'est toujours des logiques hebdomadaires? Et tout ça, c'est des éléments qui devraient rentrer dans le débat sur le calcul de combien de temps on travaille. Parce qu'évidemment, comme le dit Gilles, ce n'est pas qu'une affaire économique. Non, c'est une affaire aussi sociétale. Un choix politique et social. Et presque philosophique d'ailleurs, sur oui, je crois. Comment on regarde son travail. Juste quelques chiffres, une entreprise sur 5, ça vient corroborer ce que vous dites Benoît, une entreprise sur 5 s'attache à attirer les seniors dans le cadre de sa politique de recrutement, donc ça va mieux puisque le chiffre de 2003... Vous avez vu que L'Oréal avait été leader dans la signature de l'engagement des 50 et plus, on a embarqué 50 entreprises. Donc c'est un engagement, les entreprises doivent aussi prendre l'engagement de faire un effort, c'est une évidence. Et L'Oréal prend sa part et 45% des entreprises mettent en place des pratiques visant à maintenir l'emploi des seniors. Donc ça veut dire que, on comparait les chiffres de 2003, on était à 37% de taux d'emploi, il faut quand même le préciser. Donc ça progresse et ça va mieux, mais on est encore loin du compte. Gilles Gâteau, mettons les pieds dans le plat parce que l'APEC, c'est plutôt les cadres du secteur privé. Il y a eu un vrai débat qui avait été posé par Édouard Philippe à l'époque, qui était de faire converger évidemment le public et le privé. La retraite dans le public n'est pas la même, elle ne se calcule pas de la même manière, pas sur le même nombre d'annuités. Les 6 derniers mois pour le public et puis pour le privé, c'est beaucoup plus long et donc plus chaotique lorsqu'on a eu des trous de carrière. Cette question, elle est posée à l'APEC ou vous êtes principalement centré, focalisé sur les cadres du privé, auquel cas vous me dites, moi les cadres de la fonction publique territoriale, on les touche très peu. Nous, on est surtout évidemment focalisé sur les cadres du secteur privé. L'APEC est financée par une cotisation qu'ils payent et que payent les employeurs du privé. Donc, même s'il y a des cadres du public qui peuvent venir à l'APEC, évidemment, mais c'est essentiellement dans le privé. Non, je pense que, surtout pour rebondir sur ce qui était dit à l'instant, on est dans un monde de paradoxe absolu et qui, entre nous, crée des tensions qui sont assez insupportables à long terme, je pense. On veut allonger la durée de vie au travail et en même temps, on a toujours, même si ça progresse... Contre l'avis d'une majorité de Français. Petit à petit, même si ça progresse petit à petit, on a aujourd'hui encore une majorité de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, à 62 ans. 2 ans, oui. Et une majorité qui ne sont déjà plus en emploi. Mais oui, et oui. Donc, ce que porte le rallongement de l'âge de départ, pour cela, c'est potentiellement un allongement de période de chômage ou de période de pré-retraite. D'accompagnement, comme on évoquait tout à l'heure. Plus ou moins financé par l'entreprise avec tous les passages qu'on connaît. Enfin, c'est plus qu'un paradoxe, c'est presque un non-sens que vous décrivez. C'est-à-dire que si déjà on s'arrête à 62 ans, je ne vois pas comment on peut aller jusqu'à 65 ans. Enfin, Alors, plus exactement, on ne le peut que si, en même temps, on continue à faire progresser et plus rapidement encore le taux d'emploi, c'est-à-dire à réduire la part de ceux qui quittent sans avoir un emploi. Et ça, c'est pas seulement un enjeu sociétal, évidemment. Non, qui est faible en France. C'est aussi un enjeu économique, parce que, quelque part, tous ces dispositifs de cessation anticipée d'activité, elles ont aussi un coût. Et je suis totalement d'accord avec ce que disait Benoît sur le fait que 45 ans, c'est intéressant de se poser des questions, mais à 45 ans, on est à la mi-carrière. Exactement. À mi-carrière. À 55 ans, on a encore un quart de sa vie professionnelle devant soi. Aujourd'hui, on est à 43 annuités de cotisation pour avoir une retraite pleine. À 55 ans, vous avez, avant d'atteindre vos 43 annuités, au moins 10 ans devant vous. Donc, ce n'est pas la toute dernière étape de carrière, les dernières années qui sont compliquées. C'est carrément le quart. C'est comme si, dans un match de foot, on considérait... Ce qui n'est pas vu comme ça par les salariés. Coup de sifflet final à 75 minutes au lieu de 90. C'est une aberration. Gilles Gâteau, je m'autorise aussi à expliquer à ceux qui nous regardent, mais on est tous concernés, de démarrer ces études, faire des études jusqu'à 25, 26 ans, et démarrer dans le monde du travail rémunéré à 25, 26, vous rajoutez 43 annuités et demie, c'est pas très compliqué de comprendre que quand on arrive au bout, on n'a pas de retraite pleine. Enfin, c'est assez facile à comprendre. C'est pour ça que le retard de l'âge légal de départ à la retraite n'est pas quelque chose qui impacte principalement et d'abord les cadres, parce que eux, ils sont d'abord impactés par les durées de cotisation, ce qui est assez juste. Ils ont fait des études plus longues, ils partent plus longtemps. Après, en revanche, c'est évidemment un sujet pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, qui n'ont pas fait des études et qui, eux, vont être de fait concernés par le rallongement. Aujourd'hui, pour les cadres, la réalité, elle est déjà plus proche des 65 que des 62. Enfin, il y a le débat sur la pénibilité là, qui échappe aux cadres, même si
certains stress et tensions dans des entreprises peuvent être considérés comme de la pénibilité, mais je parle des maçons, des plâtriers, de tous ceux qui, pendant 30 ans, ont fait des métiers physiques ou des gens qui sont dans la logistique. Il serait presque logique de dire, bon, pour cela, ils ont démarré plus tôt, ils ont eu des métiers pénibles, on les fait partir plus tôt. D'ailleurs, le président de la République, vous avez vu, il hésite, et il n'a pas tranché sur 64, 65, compte tenu que l'âge limite, c'est 67. Oui. On peut aller jusqu'à 67 ans. Le sujet de la pénibilité, il avait, si je me souviens son nom, il avait tenté d'être adressé sous François Hollande, si je me souviens son nom. Exact. Bon, ça n'avait pas été... Avec Jean-Marc Ayrault, vous étiez aux premières loges, Gilles Gâteau, sur cette question. Ça n'avait pas été d'une simplicité, mais Gilles le sait, absolue à mettre en œuvre, mais le fond du sujet, il reste vrai quand même. C'est-à-dire que c'est déraisonnable de demander à quelqu'un qui est maçon ou plâtrier de continuer à poser du carrelage à 63 ans. Mais c'est même impossible 64, physiquement, si je peux me permettre. Physiquement. C'est pour ça que peut-être que d'ailleurs, c'est l'une des voies de discussion, probablement. Le nouveau président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Il y aura tout un temps de concertation avec les partenaires sociaux et on peut imaginer que ça ira de ce côté-là. La public-privé, on réinvente en systémique. Est-ce qu'on change le système? Mais la réforme précédente, elle avait coincé parce qu'on voulait changer à la fois le système et les paramètres. C'est ça. Et en plus, honnêtement, c'était un petit peu compliqué. Et moi-même, j'avais été un peu étonné par ce système où on prenait en compte la totalité de la carrière. Parce que du coup, ça veut dire qu'avant, on prenait que 25 ans pour le privé. Les 25 meilleures années. Si on prend en compte la carrière, celui qui a eu un salaire qui n'a pas bougé toute sa carrière, il était mieux servi que celui qui a commencé très bas et qui a progressé par l'effort et monté un peu plus haut. Donc c'était un peu curieux comme raisonnement, puis les gens ne comprenaient rien du tout. Et là, il semblerait que ce soit une réforme un tout petit peu plus simple, qui consiste à rajouter 4 mois par année de temps de travail. Bon. Mais peut-être que l'une des questions, c'est l'obsession, mais elle est très française, très Conseil national de la résistance, de maintenir le système. Non, de refuser absolument toute forme d'aménagement du modèle de la répartition. On est d'accord. Ça, c'est un débat politique. C'est ça. On nous dit que le sacro-saint modèle de la répartition doit être maintenu. C'est ce que d'ailleurs développe la GIRC-ARCO. Il travaille évidemment à maintenir le montant des pensions, sauf qu'une partie des cadres ont déjà des plans épargne-retraite, des investissements pour pouvoir se dire c'est pour la retraite. Est-ce qu'on se... démographique surtout. Non, bien sûr. Est-ce qu'on ne se joue pas de mots finalement sur ce débat des retraites? Parce qu'on est en train de faire monter un chiffon rouge qui peut effectivement créer des tensions sociales, dit Benoît Serre. Est-ce qu'on ne se joue pas de mots sur ce sujet? Vous avez fait des études auprès de vos cadres en les interrogeant sur la relation qu'ils entretenaient avec ce débat des retraites? C'est intéressant. Oui, on a questionné notamment sur l'effet du confinement et de la période très singulière qu'on a vécue en 2020. Est-ce que ça avait été de nature à bouleverser des projets, à retarder un moment de départ en retraite ou au contraire à l'avancer? Notre étonnement a été que plutôt pas vraiment. Ça a des effets sur, on l'a dit à l'instant, l'interrogation sur le sens finalement qu'on veut donner à sa vie professionnelle. Plus philosophique, mais moins. À tous les âges. Aux âges plus avancés, on va dire, c'est un peu entravé par un principe de réalité. Les cadres, ils sont très lucides sur le fait qu'à partir de 50-55 ans, ça devient plus risqué, ça devient plus difficile. Donc on a plutôt tendance à s'accrocher défensif. plutôt que être plus défensif. Alors même, c'est l'autre paradoxe totalement insupportable, qu'on a à côté de ça un marché du travail avec des tensions sur les recrutements et des difficultés à recruter qui sont à des niveaux jamais vus. Mais l'entreprise a peur de quoi? Parce que Benoît Serre l'a dit très cash, il a dit il y a le niveau des salaires, ça coûte cher. Est-ce que les entreprises n'ont pas peur aujourd'hui? Et ça, c'est peut-être votre boulot aussi de les sensibiliser. N'ayez pas peur, parce que parfois les cadres seniors mettent la barre un peu haut peut-être. Alors, on a fait une étude en commun avec Pôle emploi sur les cadres inscrits à Pôle emploi de plus de 55 ans pour essayer de creuser ces questions-là. Il est vrai qu'une partie d'entre eux sont plus dans une logique, on va dire, d'attente de la retraite. C'est le fameux portage, en quelque sorte, dont on parlait. Un quart environ, d'après cette enquête. Une partie, même si ça n'est pas lié à de la pénibilité, peuvent avoir des problèmes de santé qui ne sont pas liés au travail, mais qui sont liés à d'autres phénomènes mais qui impactent le travail. Mais qui peuvent avoir des impacts un petit 10%. Et tout le reste, c'est-à-dire 2 tiers des 100 000 cadres de plus de 55 ans inscrits à Pôle emploi, sont des gens qui recherchent activement un emploi et qui ont
aujourd'hui toute la capacité et par définition l'expérience pour l'exercer. Alors, c'est terrible. Il y a les salaires. Qui sont des drames sociaux derrière aussi, il faut le préciser. Oui, pour beaucoup d'entre eux, et pour compliqué. beaucoup, c'est même une nécessité aujourd'hui de travailler jusqu'à 65 ans, jusqu'à parce que des crédits, des encours. Parce qu'on a des crédits, parce qu'on a des familles qui se sont recomposées, etc., etc. Mais en tout cas, ça peut être les salaires, mais nous observons tous les jours à la PEC et dans ces enquêtes que les cadres, ils sont lucides et que beaucoup d'entre eux sont capables de faire un effort à considérer qu'ils ne retrouveront pas nécessairement le niveau de salaire d'avant. Même chose sur le niveau de responsabilité. Donc, il y a un certain nombre de flexibilités qui se font là aussi dans une logique un peu réaliste. Il ne s'agit évidemment pas de se brader, et c'est sûrement pas le conseil qu'on leur donne à la mais d'accepter aussi de considérer le marché et de considérer leurs objectifs pragmatique par rapport au marché avec Bien un sûr. peu de pragmatisme, et ils le sont assez largement. Donc ça, sur le salaire, on peut dire, ah oui, mais je vais prendre quelqu'un, il a déjà 58 ans, ça veut dire que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, il sera parti, je vais devoir recommencer à rembaucher. Aujourd'hui, recruter un jeune... Au bout de 6 mois, il s'en va. Mais oui. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais oui. Donc, c'est vrai que cette logique-là est intéressante. Ne tient pas. Et donc, vous les prenez les uns après les autres et vous vous apercevez que vous pouvez déconstruire beaucoup ça déconstruit beaucoup que vous avez, mais exactement comme on avait des représentations sur la place des femmes dans le débat de management il y a 20 ou 30 ans. Avant de nous quitter, Benoît Serre, je le redis, la NDRH a planché sur le sujet. Vous avez évoqué les lois travail, les lois El Khomri, puisque c'est d'elles dont vous faites référence. Est-ce qu'il faut supprimer ces éléments de la loi, c'est-à-dire repasser dans le Parlement pour dire, est-ce qu'il faut, vous, de votre côté, hormis quelques bons exemples comme L'Oréal, vous le citiez, un plan Marshall législatif, parce que l'entreprise d'elle-même, on sent que c'est quand même compliqué. On a 100 000 demandeurs d'emploi de plus de 55 ans qui sont derrière les grilles et qui galèrent. Est-ce qu'il faut que le gouvernement s'impose ? On a déjà fait des progrès dans ce sens-là. Le fameux plan Un jeune, une solution, il a marché. Donc il faut avoir une approche. Un senior, une solution. Un senior, une solution, je ne sais pas trop quoi. On avait proposé, par exemple, que pour le fameux CPF, l'abondement au-delà de 55 soit pas de 500, mais de 1000. Qu'il y a un dispositif de gestion des carrières, de gestion de deuxième partie de carrière, connecté à la fameuse gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises. Autrement dit, je pense que les pouvoirs publics comme les entreprises doivent pouvoir développer des politiques d'incitation, parce qu'il faut réapprendre, Gilles a tout à fait raison, il faut réapprendre aux entreprises à embaucher des seniors. Parce qu'il y a une crainte, déconstruire. Il y a une crainte, il y a une espèce de biais qui dit mais quelqu'un qui arrive à 56 ans, 57 ans, il est immanageable, parce qu'il a des cultures ceci, des cultures cela. C'est pas exact. Et d'ailleurs, on observe, nous, parce quand L'Oréal a lancé le mouvement, on a regardé quand même ce qui se passait. On se rend compte que quand vous recrutez des seniors, souvent, ils arrivent avec une forme de distance, une forme de sagesse, une forme de calme qui est très utile dans les périodes, dans les périodes compliquées que nous vivons en ce moment. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a des mesures qui doivent être portées par les pouvoirs publics de manière incitative, notamment pour les petites entreprises, mais pas que, de manière à accompagner le mouvement, un peu le modèle Un jeune solution qui a marché, sinon on va continuer à atomiser le marché du travail. De l'autre, les entreprises doivent faire l'effort de le faire, mais c'est la somme des deux. Mais aujourd'hui, ça va mieux, puisque maintenant, quand on parle de réforme des retraites, généralement, le président de la République ou ses ministres évoquent le sujet des seniors. Rappelez-vous, il y a 3 ans, on parlait de la réforme des retraites. Clairement. Donc là, au moins, la prise de conscience a évolué. Et je pense qu'il faut nous, on dit qu'il faut aller vers ça, que les DRH le poussent, on va continuer à le dire, et on est en train de préparer un travail en disant qu'est-ce que nous, les DRH, on a à dire au nouveau président de la République. Oui, parce que là, c'était des outils utiles. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Donc, effectivement, l'étude de l'APEC que j'avais vue, elle est intéressante, parce qu'on voit bien que l'histoire du salaire, elle est très relative, finalement. Il y a une prise de conscience. Depuis, le dernier point là-dessus, c'est qu'il faudrait absolument traiter ce sujet-là, parce que c'est un problème sociétal. Quelqu'un qui perd son emploi à 57, 58 ou 59, il met en péril sa propre génération, bien souvent celle de ses propres parents, parce qu'ils financent les et de ses enfants aux études parfois. Et de ses enfants parce qu'ils les aident. Donc c'est plus un problème sociétal et social qu'économique. C'est pas qu'une affaire des retraites, c'est une affaire de cohésion de la société. Merci à vous deux. Le débat est malheureusement terminé, mais vous reviendrez peut-être nous en parler. En tout cas, vous avez, à vos manières différentes, répondu à l'urgence ou pas de cette réforme, parce que, sans le dire, vous avez pointé du doigt un certain nombre de paradoxes. Donc il y a beaucoup de sujets qui vont devoir être réglés avant même d'évoquer le 49.3 lancé par Bruno Le Maire, peut-être maladroitement, en tout cas avant de lancer cette fameuse réforme des retraites jusqu'à 64-65 ans. Merci Gilles Gatto, vous êtes le président de l'APEC, directeur général de l'APEC, absolument, parce que le président gère le conseil d'administration, avec ses études passionnantes, notamment sur ces cas
cadres dont vous nous parliez. Puis merci à Benoît Serre. Vous êtes le vice-président de la NDRH. 5000 DRH, un peu plus de 5000 maintenant, parce qu'on reste toujours sur ce chiffre. Et puis vous êtes le DRH de L'Oréal France, bon élève en matière d'emploi des seniors. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés. On termine avec l'emploi, justement, et un chef d'entreprise qui a décidé de faire bouger les lignes, et on l'accueille tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, on vient de parler des retraites, on va parler d'emploi, on va parler de pénibilité. Il y a un lien évident, évidemment, entre les salariés en activité qui cotisent pour leur retraite et évidemment ceux qui travaillent sur le terrain. On en parle avec Samuel Tual. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Vous êtes un des acteurs majeurs du travail et de l'emploi en France dans l'intérim, mais pas seulement. 2000 collaborateurs dans le groupe Actual. Et puis vous êtes un chef d'entreprise qui avait décidé d'un petit peu d'aller au-delà de vos prérogatives d'entrepreneur. Vous écrivez beaucoup. Vous aviez fait un livre blanc en 2017 sur ces questions d'emploi. Et puis vous aviez tapé un petit peu plus fort parce que là, le livre avait une plus grande audience. Le travail pour tous, revaloriser le travail pour sauver la France. Et votre philosophie, elle est vraiment passionnante puisqu'elle fait écho aux retraites. Vous disiez, on prend le problème autour de la pénibilité du travail du mauvais côté. Parce qu'en commençant par parler pénibilité, on ne place pas le travail comme un élément fondateur de l'être humain, de son épanouissement. Est-ce que c'est bien ça votre philosophie ? Exactement, vous avez tout compris. Je regrette évidemment que cette séquence de campagne présidentielle n'a pas permis de ce sujet-là, évidemment, sur... Vous êtes frustré d'ailleurs de cette campagne ? Oui. Vous aviez plein de propositions et... Oui, parce qu'on a bien vu, il y a eu évidemment... des motifs légitimes pour que le sujet de la campagne soit plus courte avec les événements, évidemment, en Ukraine, mais quand même. Ou stratégique. Voilà, on a bien vu, on a entendu un tout petit peu parler de valeur travail. Valérie Pécresse en a parlé un peu, Éric Zemmour aussi. Fabien Roussel a évoqué le sujet. Alors évidemment, je ne suis pas sûr que les uns et les autres mettaient le même terme, enfin le même sens au mot valeur travail. Mais en réalité, ça a été évoqué très modestement. Et puis, entre les deux tours, le sujet s'est résumé à, effectivement, la contingence du temps de travail par rapport au départ à la retraite, 60 ans, 65 ans, etc. Et moi, je regrette vraiment que, pour moi, ce sont des Et c'est un faux sujet, d'ailleurs, la réforme des retraites, vous qui vous intéressez à l'emploi. Il y a un vrai sujet de maintien du modèle social auquel nous sommes attachés et sa pérennité. Donc le financement est important. Mais pour autant, je ne pense pas que le sujet puisse être traité de façon comptable. Parce que, en fait, quand on parle d'années de travail, on a encore cette logique comptable de dire comptons les heures, comptons les années. Vous savez quoi ? Je pense que, très simplement, quelqu'un qui arrête à 60 ans, si le travail était pénible pour lui, il trouvera toujours que 60 ans, c'est trop tard pour arrêter. En revanche, celui qui arrête à 65 ans, si son travail le passionne, il trouvera que c'est trop tôt. Donc le sujet, en réalité, c'est pas tant le temps de travail que la qualité de vie au travail, le sens donné au travail et effectivement trouver sa place dans le marché du travail. On vient de faire le débat, on ne va pas le refaire, mais c'est vrai que quand on voit que les 54-65 ans à 56%, c'est le taux d'emploi, c'est-à-dire 47% sont sur la paille, 100 000 cadres sont demandeurs d'emploi et recherchent activement un emploi. Est-ce que les entreprises ont une part de responsabilité dans ce désengagement face aux seniors ? Parce que vous êtes à la tête d'un groupe, vous avez 2000 collaborateurs en France et en Europe. Comment ça se passe, votre stratégie, quand vous avez vos réunions stratégiques RH, quand on vous dit... parce que c'est important de piloter, et vous la pilotez, votre entreprise ? C'est comme bon nombre d'autres sujets. La façon, la protection qu'on a voulu donner au fil des années avec le Code du travail qui protège le salarié, en revanche, crée ce type de situation où, quand on arrive effectivement dans une période de fin de carrière, la poursuite de carrière devient difficile et ça devient coûteux, risqué pour l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations grotesques. Alors, j'écoutais tout à l'heure les précédents intervenants et effectivement, je pense qu'il y a un sujet de pénibilité.
évidemment sur la Ou d'usure, pour ne pas... d'usure par rapport à des métiers qui sont plus difficiles que d'autres. Mais on peut aussi imaginer que, puisqu'il s'agissait d'un maçon ou d'un couvreur, le maçon et le couvreur, effectivement, à 65 ans, ou poseur de carrelage, il a peut-être du mal, effectivement, à poser de carrelage. En revanche, si on lui donnait la possibilité de faire apprendre aux plus jeunes son métier, son savoir-faire, l'usage d'expérience qu'il a de ses mains, je pense qu'on pourrait lui donner un sens à son travail très différent, ce qui le valoriserait considérablement. Alors Samuel Tual, avant de nous quitter, il reste un petit peu de temps, mais quels sont les sujets importants? Parce que vous dites on est passé un peu à côté des sujets importants autour de l'emploi. Quels sont les sujets importants que vous comptez porter encore et toujours sur l'emploi? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que le chômage a baissé considérablement, mais vous dites on peut aller encore plus loin. Il a baissé, oui. Vous faites une moue, oui. Oui, dans l'absolu, oui, puisque effectivement le chômage conjoncturel... parce qu'il y a eu une reprise très forte post-Covid. Mais pas le structurel. Le structurel, il est toujours là. Et quand vous regardez les chiffres un petit peu en arrière, on a toujours de 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, quoi qu'il arrive. Donc même si la catégorie A a baissé, il y a toujours 5 millions de Français qui sont privés de travailler. Et donc je pense que le vrai sujet, c'est de s'intéresser à cela et de rendre possible justement l'accès à l'emploi. Et donc le sujet majeur, me semble-t-il, c'est de travailler justement, c'est la question de la formation professionnelle. Ça, c'est important pour vous. Oui, parce que... On embauche et on forme ensuite. Exactement. On a pendant trop longtemps eu une démarche de former les chômeurs en espérant que le fait de les former permettrait effectivement de... Là, vous inversez le processus. Donc moi, je suis convaincu que la solution passe par l'embauche dans l'entreprise, laisser les entreprises former leurs collaborateurs aux métiers, aux compétences dont elles ont besoin. Et c'est un moyen très, très, très agile, très simple, à condition de rendre possible d'assouplir considérablement les dispositifs existants pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche. Qu'est-ce qui bloque là? Quels sont les freins, vous dites? On a toute une série, il existe une multitude de modalités possibles, de dispositifs, mais qui restent trop rigides, trop complexes. Alors, pour illustrer le propos, dans l'entreprise que j'ai le plaisir de présider, on a la possibilité d'embaucher en CTT, en contrat de travail intérimaire, mais aussi en CDI intérimaire. Et donc, depuis 2018, les CDI intérimaires étaient plutôt réservés à des personnes qu'on connaissait bien, qui avaient des métiers, des compétences. Ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Donc ça marche plutôt très bien dans l'ensemble des réseaux d'agents d'emploi. Eh bien nous avons décidé d'utiliser le CDI intérimaire pour aller embaucher des personnes qu'on ne connaît pas et qui sont dans cette catégorie de chômage structurel en leur proposant un emploi et une formation. Et par la formation, on va leur permettre de les préparer aux métiers dont les entreprises ont besoin. Quelques mots, parce qu'on risque d'être en retard. Vous avez une réflexion, et que je trouve passionnante aussi, d'ailleurs, qui vient un petit peu contrecarrer tous les débats autour de l'immigration sur le rapport aux réfugiés. C'est-à-dire, en un mot, il y a des valeurs professionnelles, intellectuelles dans notre pays, qui sont des gens qui tiennent les murs et qui ne savent pas trop où aller. Et vous dites, peut-être qu'on pourrait aussi travailler sur cette question-là. Oui, on le voit là très récemment avec l'accueil des Ukrainiens. Alors évidemment, même si leur situation, elles sont arrivées, parce que ce sont principalement des femmes avec enfants qui sont arrivées en... Et qui souhaitent revenir d'ailleurs dans leur pays très vite. Qui aspiraient évidemment, elles ont vécu un traumatisme fort et avec l'espérance de repartir très vite. Bon, en réalité, il y a fort à parier que ça dure un peu. Et donc le sujet, une fois qu'elles ont trouvé un logement et que les enfants sont placés à l'école, évidemment la question du travail se pose. Et donc nous avons mis en place un dispositif pour accompagner les entreprises qui jouent le jeu de façon remarquable. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont levé le doigt en disant on est prêt à accueillir des Ukrainiens dans nos entreprises. Et donc, elles ont besoin d'être rassurées, ces entreprises, sur les conditions d'accompagnement pour favoriser l'accès à leur entreprise. Et puis, un cadre légal. On s'est proposé également d'accompagner ces Ukrainiennes en les écoutant, en gérant aussi des aspects matériels contigus, évidemment, au travail, qui est le logement, la mobilité, etc. Et par cet accompagnement, on va essayer d'en placer le grand nombre dans les entreprises qui ont besoin de ces compétences. De main-d'œuvre concrète. Merci Samuel Tual de nous avoir éclairé. À la tête du groupe Actual, 2000 collaborateurs très engagés sur ces questions d'emploi. À la pointe, le travail pour tous, revaloriser le travail pour sauver la France, c'était chez Alesio. Puis un livre blanc que vous pouvez trouver sur le site Actual sans aucun problème autour des questions d'emploi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Samuel, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce fut un vrai plaisir. Évidemment, je serai là demain avec toute l'équipe. Merci à
à Benjamin pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à notre amie Carla pour l'accueil invité. À demain, bye bye.